Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous faisons un point ce soir sur les gestions pilotées portées par Oddo BHF Asset Management. Et nous avons le plaisir de recevoir Romain Gaucry, qui est le gérant de ces trois profils aux dynamiques assez différentes, puisque un profil prudent avec 60% de fonds euros, le reste en unité de compte. On a également un profil équilibré avec l'exact inverse, et le profil dynamique, lui, est dirigé vers 90% en unité de compte et 10% seulement en fonds euros. Ces trois profils sont donc gérés historiquement par Oddo BHF Asset Management. Le dernier point a été finalisé début décembre. Et on a à cœur de vous présenter les performances et le ressenti du gérant par rapport, bien entendu, à la situation macroéconomique et à la situation des entreprises. Donc on voit bien que les entreprises délivrent des résultats qui sont plutôt flatteurs. La performance macroéconomique, elle, est toujours un petit peu en deçà des attentes. Romain, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, effectivement, vous l'avez tout à fait souligné, il y a d'un côté la macro, avec certaines incertitudes, et d'un autre côté la micro, où on a des résultats des entreprises qui sont bons, qui dépassent les attentes des analystes. Et c'est d'ailleurs ce contexte microéconomique qui a poussé les marchés en hausse sur ces 6 premiers mois. Alors, attachons-nous dans un premier temps au contexte macroéconomique. Donc, sur cette slide, le premier constat qu'on peut établir, c'est celui d'un ralentissement économique. On le voit notamment sur la partie de gauche aux États-Unis, avec des prévisions de croissance pour l'année 2024 en baisse, et même constat sur le graphique de droite pour la zone euro, où là aussi on a des estimations de croissance sur l'année 2024 également orientées à la baisse. Alors certes, la récession qui nous était promise en Europe courant hiver, suite notamment à l'invasion, au conflit en Ukraine et ce canal d'approvisionnement du gaz russe était interrompu et asséché. Exactement, donc on s'attendait à une récession. Gaz-pétrole, hein, tout à fait, c'est exactement ça. On n'a pas eu cette récession, alors en partie grâce à un hiver plutôt doux, mais essentiellement grâce à des mesures qui ont été appliquées par les pouvoirs publics et qui ont empêché de se retrouver sans approvisionnement de gaz. Aux États-Unis, notre scénario central reste la possibilité d'une récession, mais d'une faible récession à l'hiver prochain. D'ailleurs, ce ralentissement concernant l'économie américaine, on le voit sur ce graphe, sur ce slide, où sur la partie gauche, en fait, nous avons les indicateurs PMI. Donc, c'est ces enquêtes qui sont réalisées, vous savez, auprès des directeurs d'achat, des grandes entreprises. On les interroge, hein, puis je crois qu'au-delà de 50, on est en croissance. C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. On devient pessimiste. C'est tout à fait ça. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est passé en territoire positif, au-delà de 50 pour l'indicateur, le composite. Mais si on regarde un peu plus en détail, on voit que la composante service est en récession et la trajectoire est nettement orientée à la baisse. La bonne nouvelle, aux États-Unis, elle provient du consommateur, avec un marché du travail qui est très résilient. On l'a encore vu aujourd'hui, on a eu les chiffres de création d'emplois qui ont fortement surpris les attentes. Et un consommateur qui s'était constitué, vous savez, après l'épisode Covid, où il y avait des chèques Covid, s'était constitué une épargne un peu de réserve. Exactement. Et qui aujourd'hui consomme. C'est ce qui notamment soutient la composante service, mais tout de même, attention, ce bas de laine, comme vous dites, a tendance à s'éroder et il n'est pas inépuisable. Donc là, juste un point, l'indicateur composite, lui, regroupe à la fois les services et les biens manufacturés. C'est important à redéfinir de façon à ce que la tendance lourde, en fait, soit positionnée. Exactement, on voit que la tendance est vraiment portée par les services aujourd'hui. D'accord. Et même constat en Europe. On a également un indicateur composite en expansion, au-dessus de 50, une composante manufacturière qui, elle, est en récession, en delà de 50, mais on voit qu'on a une conjoncture de tendance. C'est-à-dire que là, on voit que même la composante service ralentit. C'est clair. On le voit. En revanche, là aussi, la bonne nouvelle vient des dépenses de consommation. Là aussi, on a des marchés du travail qui sont assez résilients. Ouais. On a eu des hausses de salaire, mais on observe aussi des hausses de salaire réelles.
Parce qu'au fur et à mesure que l'inflation reflue, on a un salaire réel qui augmente. C'est mécanique. En revanche, en Chine, on est dans un contexte tout autre. On est encore dans cette tendance de réouverture de l'économie, avec des indicateurs qui sont encore en expansion, au-delà de 50. Mais on voit quand même que cette tendance conjoncturelle, elle est essentiellement, là aussi, portée par les services. Et on a une industrie qui est davantage à la peine. Avec beaucoup de chômage en Chine, notamment chez les jeunes. Exactement. Il y a vraiment ce problème de chômage et essentiellement chez les jeunes, c'est un réel problème. La bonne nouvelle, en fait, en Chine pourrait venir des autorités parce que, on le sait, les autorités chinoises sont vraiment très focusées sur l'objectif de croissance, souvent autour de 5%. Et ils ne vont pas hésiter en fait, à venir stimuler un peu l'économie par des relances budgétaires, par des baisses de taux pour venir un peu stimuler. Et d'ailleurs, ils ont commencé à le faire. Très faiblement. Exactement. On attend quand même des mesures un peu plus dynamiques. Et là, je pense que ça pourrait venir un peu stimuler notamment le marché action. D'accord. Et autre point aussi, pour finir sur la Chine, autre point positif, c'est qu'on a vu que récemment, le canal de communication avec les États-Unis était complètement éteint. Rappelez-vous de l'épisode des ballons espions. Ce canal, on a retrouvé un peu de son sur les ondes et on a notamment Janet Yellen qui est actuellement en visite à Pékin. Donc ça, c'est plutôt aussi un élément positif pour la Chine. On ne coupe pas les ponts définitivement. On a besoin l'un de l'autre malgré tout. Le climat reste tendu, mais on est quand même pro-business et on se parle. D'accord, tant mieux. Alors, on voit bien qu'il y a un ralentissement économique, un risque de récession. Qu'en est-il de l'inflation, grande préoccupation des banquiers centraux? Il ne faut pas oublier que toutes ces hausses de taux, avec le taux de la BCE à 4% et le taux de la Banque centrale américaine entre 5 et 5,25, toutes ces hausses de taux ont été finalisées pour justement juguler l'inflation. Et on n'a jamais eu une période de hausse de taux aussi violente. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette inflation? Alors aujourd'hui, on le voit, elle recule, mais on reste sur des niveaux qui sont ancrés, on est sur une inflation qui reste ancrée sur un niveau très important. Et d'autant plus si on retire à cette inflation la composante énergie et alimentation, on se concentre vraiment sur la partie cœur, sur l'inflation sous-jacente, c'est vraiment la donnée que les banques centrales scrutent le plus. Et bien là, on reste vraiment sur des niveaux quand même assez importants. On se rapproche de la fin de ce cycle de hausse, mais il n'est pas terminé. On est loin des objectifs d'inflation qui sont plutôt autour de 1% pour les banques centrales. Donc, on a toujours des banquiers centraux qui sont à la manette. Est-ce que les hausses de taux sont terminées? On n'est pas sûr en réalité. On n'est pas sûr, mais... il y a peut-être un petit ajustement de 0,25. On a quand même des indications, et c'est vrai que c'est aussi le rôle des banquiers centraux. Donc, il y a la décision, et après, il y a la conférence de presse. Justement, ils sont là pour donner un peu de guidance, pour assurer les marchés. Les fameuses minutes. Les fameuses minutes. Et on l'a vu lors de la réunion du mois de juin, notamment de la Fed. Elle a marqué une pause, la première pause depuis ce cycle de hausse de taux, le plus long qu'on a jamais connu, qui a commencé en mars 2022, 10 hausses de taux successives aux États-Unis. Et là, elle a marqué une pause, mais elle a communiqué là-dessus. Il ne faut pas s'attendre à un arrêt de ce cycle de hausse des taux. Elle a déjà communiqué sur une probable hausse de taux et même sur 2 probables hausses de taux d'ici la fin de l'année. Donc on n'est pas sur un pivot. Et d'ailleurs, c'est vrai que les marchés futurs en début d'année avaient tendance à anticiper des baisses de taux. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on n'anticipe plus de baisse de taux avant ils doivent terrasser l'inflation. Mais en réalité, est-ce que sur un sujet qui est très proche, est-ce qu'on peut rester sérieusement à des niveaux de taux monétaires aussi élevés alors que la croissance prévue est quand même beaucoup plus basse? C'est un peu l'équilibre, c'est un peu le jeu des banquiers centraux. Leur objectif premier, c'est l'inflation. Mais en montant ces taux,
derrière, on risque de venir heurter un peu l'économie et de pousser l'économie en récession. C'est d'ailleurs pour ça que là, la Fed a dit bon, on marque une pause, parce qu'il y a toujours un temps de latence entre la hausse de taux et la diffusion à l'économie. Et là, elle a besoin d'avoir peut-être un peu plus de recul pour voir vraiment les impacts que ça pourrait avoir sur le marché de l'emploi notamment. Et là, on regarde les chiffres qui sont sortis cet après-midi. Aux États-Unis, je crois d'ailleurs. Exactement. On attendait un peu plus de 225 000 créations d'emplois. Ça, c'était le consensus d'analyse, et il est sorti à plus de 500 000. Donc, on se rend compte que l'économie américaine, en dépit de ce cycle de taux, est solide. Elle reste plutôt bien. Donc, je pense que la prochaine pause, lors de la prochaine réunion de la Fed, on aura annoncé le taux. D'accord. Donc, effectivement, on parlait de hausse des taux des banquiers centraux, donc on l'a dit. Une pause pour les États-Unis, pas une sortie de ce cycle de hausse des taux. En revanche, la BCE, lors de sa réunion du mois de juin, a continué de monter ses taux d'un quart de point, donc on est à 3,5%. Et elle a déjà communiqué sur une hausse de taux au mois de juillet et sur une très probable hausse de taux en septembre. Donc attention, là aussi, à ne pas venir imputer le marché monétaire d'une hausse de taux de trop qui pourrait venir heurter la croissance. Voilà, on l'a dit, on anticipe une récession aux États-Unis, et qui dit récession aux États-Unis dit forcément aussi impact sur la dynamique européenne. Donc là, voilà, vigilance aussi. Les marchés sont effectivement extrêmement liés. Un très court zoom sur la thématique immobilière. On voit bien que les hausses de taux ont impacté de façon extrêmement forte l'immobilier, le marché des bureaux, le marché des commerces, le marché évidemment du résidentiel. Est-ce que là, on est plutôt à un maximum de ce qu'il est possible, parce que même s'il y a ce temps de latence avant que ces hausses de taux se transmettent à l'économie, est-ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que trop de hausses de taux peut vraiment casser certaines thématiques, l'immobilier, on a vu les technos l'an dernier, par exemple. Exactement, on le sait, certaines thématiques sont sensibles justement à ces mouvements de hausse de taux. Typiquement, l'immobilier, quand les taux haussent, c'est un secteur qui est un peu plus à la peine. On l'a vu sur ces 6 premiers mois, en regardant un peu la performance des différents segments du marché action, on voit que le marché immobilier est à la traîne. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rapproche de la fin de ce cycle de hausse des taux. Il n'est pas terminé, on l'a dit, mais c'est vrai que ça pourrait représenter potentiellement un bon point d'entrée sur ces thématiques qui sont un peu à la traîne, de revenir sur ces thématiques-là, mais de façon graduelle. Graduelle, d'accord. Bon, merci Romain. Dans ce contexte de comportement des marchés financiers, comment vous positionnez votre analyse prospective? Alors, déjà, regardons comment se sont comportés les marchés sur ces 6 premiers mois. Et on l'a dit, un contexte macroéconomique délicat, beaucoup d'incertitudes, mais en revanche, des performances, que ce soit sur les actions, donc la partie en gauche sur ce slide, ou même les obligations plutôt sur la partie droite, en fait, on voit qu'on a des performances positives, même très bonnes pour certains segments du marché action. Et c'est vraiment en opposition à ce qu'on pouvait avoir l'année dernière. On avait des marchés actions qui étaient vraiment orientés à la baisse, des marchés obligataires qui avaient même des performances au-delà de moins 10%. Et là, on a vraiment des très bonnes performances. Notamment, à l'extrême gauche, on voit les valeurs liées à l'intelligence artificielle, aux valeurs technologiques, plus de 30% sur la première partie de l'exercice 2023. On avait des secteurs qui sont un peu plus en peine, notamment la santé, les financières. Les financières, elles ont aussi un peu pâti de, vous savez, cette crise sur SVB, la faillite. Voilà, oui, c'est ça. Les incertitudes aussi sur Crédit Suisse. C'est plutôt un secteur qui a tendance à profiter des hausses de taux, mais là, elle s'inscrit en territoire négatif. Pour faire un focus aussi moins thématique, mais plus géographique, les actions japonaises affichent très belles performances, et en revanche, les actions chinoises sont également à la peine. Exactement. Et par exemple, sur ces boosters assez bien identifiés, que sont les
les technos actuellement, les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'est pas sur peut-être un phénomène de hausse trop exagéré? Souvenons-nous, par exemple, du métaverse qui a été promis un très bel avenir, mais qui finalement s'est écroulé. Est-ce qu'on court pas après la performance, on vient se greffer sur des performances qui finalement sont de belles performances qui peuvent se dégonfler aussi rapidement, quasiment. Alors, on peut légitimement se poser cette Crypto, par exemple, hein, voilà. On peut légitimement se poser cette question. En tout cas, le constat qu'on peut adresser aujourd'hui sur ces valeurs, c'est que quand on regarde la valorisation, elles sont quand même assez chères. Assez chères. Elles sont assez chères. Alors certes, on paye de la croissance future. La croissance qu'on peut identifier, on est quand même sur des thématiques, sur des dynamiques qui changent notre monde aujourd'hui, qui bouleversent notre quotidien et le monde de demain. Mais quand on a des indices globaux où on paye environ 13 fois les résultats pour l'Europe, on a des valeurs, typiquement des valeurs comme Netflix, par exemple, qu'on va payer près de, je ne sais pas vraiment les chiffres en tête, mais pour avoir l'ordre de grandeur, c'est plutôt 40 à 60 fois les résultats. D'accord. Donc c'est quand même assez, c'est de la croissance, mais qui a un coût tout de même. D'accord, c'est la croissance organique là du coup, hein. C'est oui. Plutôt la croissance organique. D'accord. Alors faisons un focus sur les actions. Donc là, à gauche, on a mis la performance de différents marchés, donc les actions européennes, les marchés américains, japonais et émergents depuis 2018. Donc là, on voit très nettement en 2019 le choc Covid, derrière la réouverture et les performances sur les marchés actions qui sont très bonnes. 2022, année difficile, on l'a dit, contexte de hausse des taux qui n'est pas bon pour les marchés actions. Et depuis, on le voit, depuis 6 mois, depuis le début de l'année, on a retrouvé une belle progression quasiment linéaire même. Ce qui nous amène notamment pour le marché japonais, on le voit, c'est la courbe en vert foncé sur des niveaux historiquement. Historiquement, oui, bien sûr. En Europe, on se rapproche des plus hauts observés en 2021. En revanche, pour les États-Unis et les marchés émergents, il reste du chemin à parcourir. Mais si on regarde, par contre, sur la partie droite, toujours ces marchés, mais sous cet angle valorisation, selon le ratio cours sur bénéfice, on se rend compte que la zone euro reste assez attractive parce qu'on est bien encore en dessous de la moyenne 5 ans. En revanche, sur la partie américaine et japonaise, on est quasiment revenu sur ces niveaux moyens sur 5 ans. C'est bien, ça laisse du potentiel à la zone euro. Effectivement, peu avait cru à une remontée de la zone euro ces derniers temps. Et puis, c'est très transparent d'avoir mis un slide qui soit historiquement positionné à partir de 2018, notamment de juin 2018. Pour mémoire, c'était le début de la guerre commerciale engagée par le président Trump contre les Chinois. Guerre commerciale et douanière très intense qui a marqué un recul assez net de ce deuxième semestre. Exactement. En 2018. Petit point maintenant sur la performance du segment obligataire. Premier constat sur la partie droite, donc on voit qu'on soit positionné sur des émissions d'entreprise, donc de bonne qualité. D'accord. Donc obligations investment grade ou les titres les plus spéculatifs, le high yield ou même les émissions souveraines, on a des performances qui sont quand même assez confortables, qui tranchent nettement avec la performance de l'exercice 2022. On a des taux souverains, on le voit, sur l'année 2022, on a eu une forte hausse des taux souverains, on a des taux souverains qui se stabilisent autour de 3,5, même plutôt 4 pour les États-Unis actuellement, et 2,5% pour le Bund allemand. Nous, dans ce contexte-là, aujourd'hui, compte tenu de cette hausse de taux, on a vraiment, sur les émissions des entreprises, on a vraiment un portage qui est très attractif. Et on ira se positionner sur des titres qui soient investment grade ou même spéculatifs, plutôt à maturité courte, pour éviter justement... Maturité courte, combien d'années ? Du 2-3 ans. 2-3 ans, d'accord. Pour éviter justement un peu l'impact d'une hausse de taux sur la valorisation de ces actifs. Donc on achète du papier, on le garde jusqu'à échéance, on est très bien payé pour ça aujourd'hui. Donc là, c'est le portage. Le portage, c'est conserver ces titres jusqu'à la fin pour être certain d'avoir la performance annoncée. Évidemment, il faut pas avoir besoin de liquidité par ailleurs. Il faut c'est tout à fait ça. En avoir
sur d'autres placements financiers. D'accord. Écoutez, c'est très bien. Merci Romain. Donc, comment sont positionnés les différents profils de gestion et comment se sont-ils comportés durant ce premier semestre? Donc, les 3 profils prudents, équilibrés et dynamiques. Alors, avant de détailler un peu le positionnement actuel et la performance sur ce premier semestre, un rapide point sur la performance 2022, ou même, avant de revenir sur la performance, on va revenir sur les arbitrages qui ont été réalisés récemment. Donc, en fin d'année 2022, on avait fait un premier mouvement qui consistait justement à venir, au sein de la poche obligataire, augmenter la part des obligations investment grade, donc émises par une entreprise. Et à contrario, on a baissé le poids des obligations souveraines. L'idée était justement d'aller chercher ce pourcentage. En début d'année, donc au mois de février, on a fait un deuxième arbitrage. Au sein de la poche action, cette fois-ci, on a changé l'allocation pour favoriser les actions qui nous paraissaient justement des côtés, notamment les actions européennes. On l'a vu, on n'est pas revenu sur les niveaux historiques en termes de ratio cours sur... Et des actions chinoises, d'ailleurs. Et des actions chinoises, exactement. C'était l'usine du monde à l'époque, il n'y avait pas cette sortie du Covid qui s'est faite de façon... Tout à fait, ce qu'on a fait, pour être plus précis, on avait un positionnement sur un fonds émergent global, on l'a vendu pour aller se consacrer sur les actions chinoises. D'accord. Et ensuite, le dernier arbitrage qui a été effectué au mois de mai, du fait du contexte macroéconomique où il y a quand même certaines incertitudes, on a souhaité baisser le risque dans les différents profils, donc on a vendu un peu d'actions. Ouais. Donc à contrario, on a augmenté le poids des obligations et là on a été se mettre sur des obligations high yield, donc les plus spéculatifs, mais avec une faible sensibilité aux mouvements de taux, donc du high yield à courte duration. D'accord. C'est ce qui a été fait. Et on a également aussi procédé à quelques arbitrages au sein de la poche action, où on a baissé le poids des actions plutôt croissance, parce qu'on n'est pas assez cher aujourd'hui, et on a baissé le poids des marchés émergents. C'est un choix très judicieux de baisser la poche des actions de croissance. Oui, alors pour l'instant, le choix ne s'est pas avéré payant parce que, on l'a vu, les actions en croissance continuent depuis le début d'année, se performer. L'an dernier, c'était écroulé l'an dernier. Exactement, mais là, elles ont une très belle dynamique depuis le début de l'année et ça nous paraissait justement être un bon moment pour prendre certains bénéfices de la position. Donc revenons très rapidement sur les performances, notamment les performances en 2022. Ce qui est intéressant de voir, vous savez, en début d'année, il y a toujours cette composante du contrat euro. En début d'année, on part avec un taux minimum garanti qui nous est donné par l'assureur. En l'occurrence, ces dernières années, étant donné le contexte, on avait un taux minimum garanti qui était de 0. Une fois que ce taux est connu et publié, on vient impacter les valorisations en intégrant la performance du contrat euro. Alors, un court instant pour revisiter le taux minimum garanti. Le taux minimum garanti, c'est le taux qui permet une performance graduelle en cours d'année. Il est complété par la performance en fin d'année. Et les assureurs ont depuis quelques années pris l'initiative d'assumer un taux de 0 et de constituer la totalité de la performance au 31 décembre, ce qui est un petit peu normal vu les amplitudes de niveau de valorisation des fonds, même si on a des provisions par participation bénéfices qui sont importantes et qui peuvent lisser les performances. Et bien entendu, maintenant, dorénavant, ces taux monétaires et les taux du marché qui se relèvent et qui, c'est heureux, permettent une performance un peu supérieure sur les fonds euros. Voilà, c'était juste exactement. Pour valoriser cette... Donc on voit que sur un profil prudent, donc on fait moins 3,9 quand l'indicateur de référence fait moins 6,2. Sur le profil équilibré, moins 8,6 contre moins 8,9. Et plus compliqué pour le profil dynamique, on a moins 16,8 contre moins 12,4 pour l'indicateur de référence. Donc je vous propose de regarder maintenant comment sont positionnés les 3 profils. Avant de revenir sur le positionnement, avant de revenir sur le positionnement, on va d'abord commenter la performance sur les 6 premiers mois. Alors, juste un point là, qui peut être très intéressant pour nos auditeurs. Depuis, ces profils existent depuis juin 2012. Donc, sur le profil équilibré, la performance depuis la création est de 26,7% sur donc 11 ans.
Sur le profil équilibré, la performance est de 45,6%. Sur le profil dynamique, la performance est de 92%. Donc on voit que même s'il y a des amplitudes, d'assumer un certain niveau de risque alors que l'on n'a pas besoin de son épargne, eh bien ça peut être éminemment lucratif. On n'encourage pas à prendre plus de risques, mais on vous indique que classiquement sur les marchés financiers, plus la prise de risque est élevée, a priori, plus le rendement est élevé également, ce que démontrent très clairement ces historiques. Donc, la performance sur les 6 premiers mois. Donc, on voit qu'on a un profil dynamique qui est à plus 5,2%, un profil équilibré à plus 2,4% et un profil défensif à plus 1%. Et là encore, ce sont des valorisations qui incluent uniquement le taux minimum garanti. Voilà. Donc, on a quand même une réserve de performance, notamment sur le contrat prudent où on a 60% de contrat. Bien sûr. L'an dernier, Eurocima a délivré 1,35, donc bon, on n'ose pas encore à ce stade les rajouter au 1%, mais c'est vrai que ça se rajoutera au prorata, bien évidemment, des 60% détenus sur le fonds en euros par le profil prudent. Alors, le positionnement actuel du profil prudent. Donc, les contrats d'investissement ont été rappelés régulièrement en début de présentation par Jean-Yves. Donc, minimum 60% au CIMA, maximum 20% actions, le reste étant des obligations. Donc, on voit en bas à gauche qu'on a actuellement 10% d'actions dans le portefeuille. Donc, c'est vraiment la barre en vert foncé, la barre en vert clair étant la composition de l'indicateur de référence, un peu le point de référence. 28% d'obligations et 62% sur le fonds Eurocima. Sur les camemberts à droite, en fait, on a éclaté à la fois, enfin, on a rebasé à 100 à la fois la poche action et à la fois la poche obligation. Donc, on voit que sur la poche action, on est quand même bien diversifié d'un point de vue géographique. Toujours cette petite préférence pour l'ordre d'un point de vue valorisation, on en a parlé. Et ensuite, on va retrouver quand même 24% d'US, 17% d'investissement thématique, 17% de Japon et 9% sur les pays émergents. Sur la composition de la poche obligation, donc on voit qu'on préfère nettement être investi sur du crédit qui soit high yield, là encore à faible duration, 38%, du crédit investment grade et le reste étant des obligations souveraines pour 21%. Rapidement, on a les mêmes logiques de toute façon qui sont implémentées dans le profil d'équilibre et dynamique, la variante étant le niveau de risque. Donc là, on a 28% actions, 32% obligations et 40% Eurocima, et on va retrouver ou la même composition, que ce soit la poche action ou la poche obligation. Rapidement, le profil dynamique, forcément plus d'actions en portefeuille, 68% contre 70% pour l'indicateur de référence, 22% d'obligations et enfin 10% sur ce contrat Eurocima. Et là encore, on va retrouver les mêmes répartitions à la fois sur la poche action et obligation. Une symétrie qui est quand même assez forte sur les trois. L'inverse serait quand même assez troublant. Assez troublant. Alors, quelques questions nous sont parvenues. On a, comme d'habitude, beaucoup. On en a sélectionné 4. La première d'entre elles, vous êtes toujours sur la Chine. Est-ce que la Chine a encore du potentiel? On voit qu'ils sont sortis du Covid dans des conditions un petit peu particulières, poussées par des révoltes populaires. On voit qu'ils ne sont pas si mal sortis. Qu'est-ce que vous pensez de la Chine, alors que c'est quand même un marché très attendu? Ils ont une croissance démographique qui est en train d'être dépassée par l'Inde. Une recomposition au niveau des flux avec l'Inde. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de la Chine? Alors la Chine, on est positionné. Aujourd'hui, c'est plutôt une position qui a coûté à la performance. On l'a vu, la performance des actions chinoises est nettement rentrée. C'était une erreur d'allocation, tout simplement. On a peut-être été un peu trop optimiste trop tôt sur la réouverture de la Chine. On a peut-être pas anticipé justement un peu le côté un peu très rigoriste des autorités chinoises, notamment dans la gestion des différents confinements. On avait peut-être un peu sous-estimé aussi la problématique de l'immobilier.
Donc c'est plutôt aujourd'hui quelque chose qui a coûté à la performance. L'analyse qu'on a aujourd'hui de la Chine, c'est plutôt de se dire que cette position, on la garde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue valorisation, en fait, on peut s'attendre à un rattrapage, tout simplement. D'accord. On l'a dit aussi sur le cycle économique de la Chine, on peut s'attendre à des stimulus, en fait, des réserves budgétaires, des taux revus à la baisse, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe. Et ça pourrait vraiment stimuler le marché action. Donc aujourd'hui, la Chine peut représenter un bon point d'entrée, peut-être l'occasion aussi de renforcer la position, même si, en toute honnêteté, on dit c'est une position qui a coûté à la performance. D'accord, c'est honnête, c'est bien. Sur les marchés émergents, c'est toujours une ritournelle, hein, on les attend toujours très performants, évidemment l'effet de change. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes couvert sur ces marchés? Alors, les marchés émergents, de toute façon, on peut rarement dissocier le marché émergent de la Chine. C'est quand même une part très importante de l'indice global émergent. Mais c'est vrai qu'on a observé depuis le début de l'année quand même une dispersion assez importante sur les différentes zones. On a le marché chinois qui souffre. Après ça, on a eu une très belle performance des marchés mexicains, brésiliens. L'Europe de l'Est se porte plutôt bien aussi. Donc, après, sur nos profils de gestion, on va plutôt avoir cette vue en termes d'allocation. Comment on veut se positionner sur le marché action. Une fois qu'on a déterminé un peu notre niveau de risque, est-ce qu'on va aller faire des US, est-ce qu'on va aller faire de l'Europe? Et c'est vrai qu'on a quand même tendance à considérer les émergents comme un ensemble. Oui, d'accord. Hormis la Chine. Hormis la Chine, d'accord. Même si ça représente un poids très important, on est quand même obligé un peu de dissocier. Donc c'est vrai qu'on a des positions sur des fonds globaux émergents. On ne couvre pas les risques de mise. D'accord, pas de... Il y a des fonds. On pourrait acheter des fonds où il y a systématiquement une couverture sur ces ça relèverait la performance. Exactement, donc on ne le fait pas. D'accord. Alors, parallèlement, de nombreuses personnes nous indiquent, parce qu'on le voit bien, il y a toujours le comparateur, le benchmark. Vous comparez vos performances par rapport à un indice de référence. Ces indices de référence, ils sont normés, ils sont choisis par vous. Comment ça se passe pour choisir l'indice de référence de chacun des profils? C'est des indices dits composites, parce qu'on a une composante action et une composante obligataire. Et là, on prend des standards de marché. Typiquement, pour le marché, pour la composante action, on va prendre le MSCI World, qui est un indice global. Alors, on peut toujours se comparer à cet indicateur, même si on a quand même certaines déviances souhaitables et voulues. C'est-à-dire qu'on a un indicateur de référence, c'est pas non plus notre boussole. D'accord. Donc, on peut expliquer certaines surperformances ou sous-performances parce que on aura plus d'US, moins d'US, et on l'a vu, les performances sur ces différentes zones ne sont pas complètement homogènes. Et c'est des standards de marché, c'est vraiment des indicateurs qui font référence, que ce soit pour la composante action ou la composante obligataire. D'accord, merci Romain. Dernière question, on a un auditeur qui nous indique que le profil prudent, il a bien ce mot prudent à l'intérieur, 60% fonds euros, Eurocima et 40% d'autres choses, des unités de compte, obligations, actions. Est-ce que ça peut être un compétiteur intéressant par rapport aux performances du fonds euro sur une période de 10 ans ou pas? Oui, définitivement. Définitivement, parce que le comparer au fonds euro, déjà, il y a une grosse composante du fonds euro au sein de ce profil. Et après, il y a deux moteurs de performance en plus. Donc, il a un moteur action. Alors, certes, c'est pas le poids le plus important dans l'allocation. Il y a aussi ce moteur taux qui, aujourd'hui, a retrouvé un intérêt. C'est vrai qu'auparavant, on avait des taux qui étaient quand même très bas. On n'avait pas de portage, le portage dont on a parlé. Et aujourd'hui, en fait, on a 3 moteurs de performance qui délivrent.
Vous m'aurez posé cette question il y a encore quelques années. En fait, on avait 2 moteurs qui étaient quasiment en panne. On n'avait que le moteur Action qui délivrait de la performance. Donc non, aujourd'hui, ça peut faire sens d'aller se positionner sur ce profil. On peut y aller, ouais, d'accord. En fonction, bien entendu, de son projet et de son appétence pour le risque. Bien sûr. Bon, merci Romain pour tous ces éclairages. Écoutez, la conclusion, elle est très simple. On voit bien qu'il y a 3 très jolis profils qui répondent à des demandes variées. Romain nous l'a expliqué à l'instant, compétiteur du fonds en euros, le profil prudent. Si on recherche une performance équilibrée, le profil avec 40% de fonds euros et 60% de fonds en unité de compte peut vraiment faire sens. Pour les plus sensibles au risque et à la performance, on l'a vu depuis 11 ans, c'est le profil dynamique qui a été le plus attractif. À vous de voir, n'oubliez pas que sur les contrats Generali, c'est la totalité de l'actif qui est représentée par les profils. C'est pour cela qu'il faut regarder son patrimoine dans un ensemble. Un contrat Generali avec un profil au dos, et peut-être, si on veut aller sur d'autres classes d'actifs, on peut ouvrir d'autres contrats avec d'autres produits. Ne jamais se focaliser sur un seul actif, mais voir son patrimoine comme un ensemble qui fait sens dans sa globalité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci Romain. Merci. Et nous espérons vous avoir sur nos lignes dès demain à partir de 9h avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.